Bienvenue au Parlement européen de Bruxelles. Comment réagir face au plan massif anti-inflation américain, l'Inflation Reduction Act, IRA, un programme de 369 milliards de dollars de crédits d'impôt et de remises directes pour les entreprises et aussi les consommateurs qui souhaitent acheter ou investir dans des panneaux solaires, des éoliennes, des pompes à chaleur, des véhicules électriques, des batteries, des électrolyseurs, mais seulement si ces produits sont fabriqués en Amérique du Nord. Bruxelles, l'Union européenne crie au scandale et parle de mesures discriminatoires, injustes, illégales et craint que l'injection soudaine d'argent ne déclenche un exode industriel dévastateur à travers l'océan Atlantique et évidemment provoquant la faillite de centaines d'usines ici en Europe ou encore de milliers de travailleurs au chômage. Comment l'Europe peut-elle réagir? Faut-il subventionner à notre tour, chacun dans son coin ou à travers un grand plan européen? Eh bien, ce sera au cœur des discussions lors du prochain Conseil européen, le sommet européen des 27. Ce sera la semaine prochaine ici à Bruxelles. Et au risque de vous surprendre, sachez que les 27 sont divisés autour de cette question. Pour en discuter avec nous en plateau, Stéphanie Yoncourtin, eurodéputée Renew, bonjour madame, et Emmanuel Morel, eurodéputé de la gauche unitaire européenne, bonjour monsieur. Également avec nous Clotilde Goujard, reporter à Politico, partenaire de cette émission, et toujours Jean Quatremer, je n'arriverai jamais à m'en débarrasser. Jean, d'ailleurs, vous reviendrez dans le cadre de votre édito dans cette émission sur un autre sujet économique majeur qui vous concerne, les retraites. Est-ce la faute à l'Europe si la France doit procéder à ces réformes? Mais tout de suite, retour avec Julien Gasparuto sur ce grand débat qui agite Bruxelles autour de la compétitivité européenne. La semaine prochaine à Bruxelles se déroulera derrière ces murs un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Un sommet convoqué en décembre face à l'urgence de trouver des mécanismes pour renforcer la compétitivité des entreprises européennes. L'un des enjeux est de répondre à la stratégie protectionniste des États-Unis qui ont dégainé l'IRA, un gigantesque plan d'aide de 369 milliards de dollars pour subventionner les entreprises qui investissent dans les technologies vertes sur le sol américain. Les Européens ont également le regard tourné vers la Chine qui a toujours usé de ces aides d'État et dont la politique économique est de plus en plus agressive. Pour éviter des délocalisations en masse, les Européens sont donc attendus au tournant. Et depuis le Forum économique de Davos, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est montrée particulièrement offensive. Where trade is not fair, we must respond more robustly. Pour attirer ou maintenir les entreprises en Europe, plusieurs pistes sont sur la table. Premièrement, faire comme les États-Unis et la Chine et développer les aides d'État. Mais les 27 ne jouent pas à armes égales. Cette politique favorise surtout les grandes puissances et les petits pays qui ont moins de moyens s'estiment lésés. Deuxième piste, utiliser les fonds européens déjà existants, comme ceux dévoués au Covid, pour les réorienter vers des investissements jugés prioritaires. À plus long terme, la Commission européenne suggère aussi de créer un fonds souverain pour que l'Europe investisse directement dans les entreprises. Mais cette idée est loin de faire l'unanimité. Plus généralement, sur tous ces sujets, les débats s'annoncent vifs entre par exemple la France qui pousse pour un protectionnisme européen et de l'autre les pays du Nord qui eux sont toujours très réticents à une intervention de l'État dans l'économie. Merci, très cher Julien Gasparuto. Stéphanie Yoncourtin, je me tourne vers vous. Ce fameux IRA, Inflation Reduction Act américain, qu'est-ce qu'il faut craindre? Quelles peuvent être les conséquences pour nous? Ça va aspirer toute l'industrie verte mondiale vers les États-Unis? Oui, en fait, il y a une... C'est le protectionnisme à outrance américain, mais on a la même chose en Chine. On a une déferlante protectionniste, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, qui risque, vous l'avez dit tout à l'heure, d'entraîner un départ massif, des délocalisations massives de nos entreprises européennes qui vont payer moins cher, 3 à 4 fois moins cher l'énergie, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, puisque la Chine propose également des réductions assez faramineuses par rapport à notre continent, et puis également un cadre réglementaire plus souple, plus rapide, et donc effectivement un grand risque de départ, un choc de compétitivité énorme. Et d'ailleurs, c'est pas forcément juste un mythe, puisque BASF récemment a dit qu'il allait profiter de ses subventions et crédits d'impôt à la transition verte. Le géant allemand de la chimie. Le géant allemand de la chimie, pour justement en profiter et prendre le tournant vers de l'industrie.
Emmanuel Macron était aux États-Unis fin novembre. Il a rendu visite à Joe Biden. Voilà ce qu'il pensait, voilà ce qu'il a dit du fameux IRA. Mais surtout les choix faits, dont je partage les objectifs, en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan. Emmanuel Morel, la fragmentation de l'Occident. C'est quand même attendrissant de voir que les Européens redécouvrent tous les 5 ans que les Américains sont protectionnistes, parce que ça n'a rien de nouveau. On a l'impression qu'en passant à M. Biden, tout d'un coup, ça serait à nouveau le libre-échange, l'amitié américano-européenne. Ben non, les Américains ont toujours fonctionné comme ça. D'ailleurs, ils ont une législation qui s'appelle le Buy American Act, depuis des décennies, qui consiste à dire dans la commande publique, on favorise la production locale, on favorise les usines américaines. Donc c'est pas nouveau. La seule question qui est posée à nous, Européens, c'est comment on réplique. Est-ce qu'il faut répliquer? Là, il y a un débat. Vous avez d'un côté Mme Vestager, tous les gardiens du temple. Margrethe Vestager, une libérale danoise, très libérale, qui est en charge de la concurrence à la Commission européenne. Non, alors surtout pas de subventions, surtout pas d'aide d'État. Il faut laisser faire le marché, c'est toujours comme ça, c'est bien. Voilà, ou M. Dombrovskis, le commissaire au libre-échange. Puis de l'autre, vous avez des députés, certains commissaires, certains dirigeants européens qui disent il est temps de répliquer. Moi, ça fait des années que je suis pour un Buy European Act, par exemple. Je pense qu'il faut favoriser les productions, les savoir-faire, les territoires, les entreprises européennes. Et en plus, je suis pour le Made in France, c'est-à-dire je suis pour qu'on fasse aussi la même chose en France. Bon, il y a un débat, les libéraux ne sont pas d'accord. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'on découvre que les États-Unis sont protectionnistes. De la même façon, on découvre que les Chinois le sont. Mais les Chinois... on a vu un débat très intéressant au moment de la question fondamentale, c'est est-ce qu'on est en train de découvrir que nous aussi, il faut l'être? Mais nous, on est les idiots du village planétaire. Ça, on a compris. Ça, mais voilà. est-ce que maintenant, on en prend acte? Mais non seulement il faut en prendre acte, mais il faut aussi poser des actes. Et les actes, c'est on revoit notre législation sur les aides d'État, on fait en sorte de favoriser les entreprises européennes, on fait un fonds souverain pour investir en Europe des productions européennes sur les technologies, sur la transition écologique, sur les secteurs stratégiques, les semi-conducteurs, des sujets formidables. L'Europe, elle a les moyens de ça, mais il faut aussi qu'elle ait une ambition. Et là-dessus, c'est pas fait. Ce fonds de souveraineté européen qui a été proposé par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, on va y revenir. Mais Clotilde, donc le premier point, la première étape, c'est de dire aux Américains, c'est pas bien ce que vous faites. Et c'est ce que Bruxelles essaye de faire et d'obtenir un petit peu des concessions. Bruxelles essaye un peu de voir qu'est-ce qui peut être possible, mais ce qu'on entendait de Valdis Dombrovskis, donc, qui est en charge du commerce, c'est que les discussions patinent un peu. Ils essayent de changer un peu les exigences par rapport à l'assemblage local. Mais en fait, comme Dombrovskis disait, la loi est déjà adoptée, donc il y a vraiment les mesures, enfin les capacités pour changer ou pour influencer sont quand même très limitées. Donc c'est pas clair, même si Scholz, le chancelier allemand, disait qu'il était optimiste d'avoir un accord, en tout cas essayer de calmer finalement les tensions d'ici le début 2023. En tout cas, de la part de la Commission, on n'a pas trop sur le même sentiment. Bon, Jean, comment on réagit quand les Américains, quand on découvre une 50e fois que les Américains sont protectionnistes? On ne peut pas dire, en tous les cas, qu'il n'y a pas eu de réaction européenne. Ça, c'est déjà bien. À une époque, on aurait regardé ailleurs. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que là, notamment les Français, et il faut quand même reconnaître que là, Emmanuel Macron a tout de suite tiré la sonnette d'alarme en disant « Attendez, ça ne va pas du tout ». Parce que je vous rappelle quand même que la première réaction au mois d'août de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ça a été après que l'IRA ait été publié, c'était de faire une petite vidéo en félicitant les Américains d'avoir pris le tournant vert. Et elle n'a pas vu du tout la dimension protectionniste du projet de loi. Et elle a mis un mois, et je dirais des hurlements français, à comprendre qu'effectivement il y avait un gros problème, puisque clairement les Américains veulent attirer les investissements chez eux. Cela étant, nous, il faut voir qu'aussi on ne parle pas de rien. Depuis le Covid, depuis le fonds de relance notamment, je vous signale que nous, on investit massivement dans la transition verte. Mais à la différence des Américains, on ne se préoccupe pas de savoir si l'entreprise elle est européenne, et là vous avez raison, M. Morel, c'est qu'on ne se préoccupe pas de savoir si elle est européenne, américaine ou chinoise. Nous, on aide
toutes les entreprises qui... Sur le territoire européen. européen. Voilà, qu'elles soient chinoises, américaines, zimbabwéennes, etc. Les Américains, eux, ne jouent pas du tout dans cette cour-là. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils favorisent des entreprises qui sont américaines. Et même dans l'achat des voitures. Je vous signale que, par exemple, pour la subvention qui sont données aux voitures, nous, on donne des subventions aux voitures vertes, aux voitures électriques, qu'elles soient américaines, chinoises ou françaises. Eux, il faut que la véhicule électrique soit fabriquée aux États-Unis. Alors comment on réagit, Stéphanie Yoncourtin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que Bruxelles, qu'est-ce que l'Europe peut faire? Il y a notamment cette question de l'assouplissement des aides d'État pour permettre les subventions. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible de les subventions nationales. Les subventions nationales, pardon. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il faut une réponse d'abord coordonnée, rapide. Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'on est les idiots du village, parce que je pense que la fin de la naïveté, elle se matérialise à travers ce qui a été voté pendant la présidence française, notamment le règlement sur les subventions étrangères, et qui interdit tout rachat sur le marché intérieur européen d'entreprises par des entreprises étrangères chinoises perfusées. Elle l'interdit pas, elle la restreint. Elle les interdit aussi. Non, interdiction. Non, j'ai travaillé dessus, j'étais rapporteur. Interdiction d'investissement ou d'achat. Bon, ça c'est la première des choses. Ensuite, effectivement, les aides d'État, il faut réviser, mais ça c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on dit que les aides d'État. Alors, le souci, c'est que ça peut là aussi entraîner à une fragmentation du marché, puisque les États qui en profitent le plus sont ceux qui sont en mesure de donner le plus. Jean a cité tout à l'heure effectivement les PGE, notamment pendant le Covid, où effectivement l'encadrement temporaire des aides d'État a permis de la part de l'Allemagne ou de la France, de subventionner massivement, d'aider massivement, publiquement. Mais il y a aussi les PIEC, au-delà de la révision des aides d'État. Et les autres, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Genre la Grèce. Et donc c'est ce qui crée une fragmentation. Donc ça ne suffit pas, mais c'est un paquet de mesures. Et ça veut dire quoi une fragmentation concrètement? Une fragmentation, c'est-à-dire que les États membres qui vont favoriser l'Allemagne et la France, qui sont ceux qui ont le plus de capacité financière pour favoriser publiquement leurs entreprises, vont de facto entraîner une distorsion pour les plus petits pays qui ne peuvent pas. Les petits pays ne peuvent pas. Ils vont couler. Ne peuvent pas. Or, on est dans un marché intérieur. Exactement. Il faut que tout le monde soit tiré par ensemble. Il y a d'autres moyens et d'autres dispositifs. Le plan de relance qui n'a été décaissé qu'à hauteur de même pas 140 milliards d'euros post-Covid sur 750 milliards, c'est quelque chose qu'il faut mobiliser avant d'inventer un fonds de souveraineté qui viendra dans quelques mois. Avant d'inventer quoi? Justement, c'est Ursula von der Leyen, c'était il y a quelques jours à Davos qui a fait cette proposition. We also know that state aid will only be a limited solution which only a few member states can use. Now, to avoid fragmenting of the single market and to support the clean tech transition across the whole Union, we must also step up EU funding. For the medium term, we will prepare a European Sovereignty Fund as part of the midterm review of our budget this year. Alors, un fonds de souveraineté européen. Kesako, Emmanuel Morel. C'est l'Union européenne qui va, je pense, emprunter sur les marchés financiers plusieurs centaines de milliards de dollars. Ça, vous trouvez que c'est bien? D'euros. D'euros, pardon. Alors là, la gauche, c'est qu'elle était c'est parce qu'il y a une parité quasiment. Pour arrêter de copier sur les Américains. Pour investir, en fait, alors ça, si j'ai bien compris, c'est un fonds de souverain public, donc on va investir dans la transition les entreprises qui participent à la transition écologique, au rattrapage technologique, et puis tous les secteurs stratégiques de type semi-conducteur. Ça, si j'ai bien compris, c'est ça. Moi, je suis pour. Je ne pense pas que ça suffise. Je pense qu'il faut revoir les règles de la concurrence, les aides d'État, on y reviendra. Mais c'est déjà pas mal. La seule question que je me pose, c'est que moi, j'ai entendu un chiffre, 350, 400 milliards. Ça ne me paraît pas suffisant. Je vais vous dire pourquoi. Je vous donne un exemple. À Taïwan, sur les semi-conducteurs, le plus gros producteur, il investit 30 milliards d'euros chaque année. Pour rattraper. Donc c'est colossal. Moi, je pense que l'Europe, elle a les moyens, justement, si elle se paye pas de mots, c'est-à-dire si elle veut vraiment être autonome stratégiquement, c'est ça, normalement, ce qui est défendu par les dirigeants européens, il faudra faire plus. Il faudra faire beaucoup plus. Mais sur le principe, moi, je suis complètement pour. Ça fonctionne déjà très bien dans d'autres pays. On connaît l'exemple du fonds norvégien. Alors, eux, évidemment, c'est les hydrocarbures qui financent le fonds. Mais c'est pas mal, d'un point de vue stratégique, d'avoir cette vision-là. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. Et puis, je note quand même, parce que je reviens, c'est vrai qu'il y a une petite inflexion depuis le Covid des institutions européennes sur les questions commerciales. Moi, je suis là depuis 2014. Je
Je peux vous dire qu'en 2014, quand on disait il faut protéger... C'était mal vu. Mais c'était horrible. Moi, je me souviens de la commissaire à l'époque qui m'avait traité de nostalgique de l'économie albanaise. Bon, on a un peu évolué depuis, hein, notamment sur les subventions étrangères, les instruments de défense commerciale. Maintenant, vous êtes nostalgique de quoi? Je suis nostalgique de rien du tout. Moi, je suis tourné vers l'avenir. Mais on est au milieu du gué parce qu'il y a quand même une contradiction. On dit à la fois, Madame von der Leyen, elle est très sympathique, mais elle dit fonds de souveraineté, et en même temps, elle se précipite pour signer un accord d'investissement avec la Chine. Clotilde. Et tous les mois, on signe un nouvel Emmanuel accord, Morel évoquait la somme de libre-échange. 350 milliards de dollars, Non, mais en fait, c'est d'euros. notez quand même la contradiction. Il y a quand même un vrai problème de contradiction dans les institutions européennes, c'est tout. A priori... Pour l'instant, c'est pas clair. Von der Leyen doit présenter des idées, des propositions lors du sommet des chefs d'État européens en début février. Et puis ensuite, ils doivent aussi faire le point pour regarder du budget de 2021 à 2027 cet été. Donc ça va prendre un peu de temps. Et pour l'instant, ils réfléchissent encore quelle va être un peu la forme de ce fonds de souveraineté. Surtout que ce n'est pas tous les pays qui sont partants pour cette idée d'emprunter encore plus d'argent pour l'UE. Et donc on a entendu le chancelier allemand Olaf Scholz, par exemple, qui n'est pas du tout partant, même s'il a la pression de certains partenaires de sa coalition. Mais on sent quand même une vraie volonté de travailler plus ensemble. Parmi les 27, Emmanuel Morel évoquait la question des semi-conducteurs, etc. Depuis le Covid. Il y a une dynamique. On voit ça, exactement. Il y a eu une loi sur les semi-conducteurs pour passer de 20 à 30% de part de marché mondial et donc doubler finalement ce que réalise l'Europe en ce moment. Donc il y a une dynamique pour développer tous ces secteurs stratégiques, industriels, qui est là et qui est bien reconnue. D'accord. Stéphanie Yoncourt. Moi je veux dire, avant de faire plus avec un fonds de souveraineté hypothétique qui va prendre du temps et dont également effectivement les frugaux vont être réticents, sur lesquels vont être réticents. Vous êtes quand même favorable à ce fonds de souveraineté. Je veux dire, c'est la France et c'est Emmanuel Macron qui... je suis favorable, je dis avant, parce que c'est du court terme. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen l'a dit, ce sera à mi-parcours dans l'examen financier du budget. Il faut faire mieux. Faire mieux, c'est prendre l'existant, les projets d'intérêt européen commun, les fameux PIEC, notamment sur lesquels on a travaillé sur les batteries. Ces espèces d'Airbus de la batterie sont des projets industriels formidables. Le problème, c'est qu'ils sont saupoudrés et qu'il n'y a pas de ciblage à l'heure actuelle sur les secteurs stratégiques. Et je reviens à ce que vous disiez qui était très important. On va prendre le modèle du Chips Act, et c'est ce qu'a dit Ursula von der Leyen, pour bâtir un nouveau règlement zéro émission pour favoriser la transition verte. Il faut mieux cibler et puis il faut réviser les règles et il faut moins de bureaucratie. De la Commission européenne, moi je connais effectivement le domaine de la concurrence. Dès mon arrivée en 2019, j'avais ce rapport sur la concurrence où déjà j'appelais à ce que sur les PIEC, les projets industriels européens, on favorise les PME, nos pépites. On les aide et qu'on ait effectivement un travail d'identification de nos secteurs stratégiques tout au long de la chaîne de valeur pour qu'on ne soit pas dépassé comme on l'a été, parce que pour le numérique par exemple. Justement, cette très bonne transition, parce qu'on parle de dépassement. Les Américains, nous on est passé à côté du train de la révolution numérique, voilà. C'est les Américains, ils ont la Silicon Valley. Est-ce qu'on est en train de passer à côté de la révolution du green? Est-ce que la Silicon Valley du green, elle ne devrait pas être en Europe? Alors là, je veux dire, le Green Deal, il a été mis sur la table par les Européens. Justement, vous faisiez référence à ma prochaine retraite. Donc j'ai connu effectivement le moment de l'émergence de la révolution numérique et comment on l'a loupé. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque de la mondialisation heureuse. On s'est dit, pourquoi faire du numérique puisque les Américains en font très bien du numérique. On ne va pas s'amuser à en faire. Donc on a laissé toutes nos pépites européennes soit partir aux États-Unis, soit mourir chez nous. Mais c'était l'époque où, effectivement, à la Commission européenne, on vous expliquait que ça n'avait aucune importance, puisqu'on allait répartir comme ça la valeur à travers le monde. C'était ça le grand projet européen. Aujourd'hui, ça a totalement changé. Je veux dire que vous avez vu la réaction. Je veux dire, au mois d'août, il publie l'IRA. On est 4 mois après. Je veux dire que déjà, on est en train de se mettre en ordre de bataille. C'est énorme. Mais surtout, il faut quand même se soucier de nos petits vieux. Jean Quatremer, vous me parlez de vos retraites. Là, c'est quand même l'autre sujet économique majeur qui agite quand même beaucoup l'actualité et plus en France. Mais ces réformes des retraites, est-ce la faute à l'Europe si la France doit procéder à ces réformes? C'est ce qu'on entend très à gauche, très à droite en France. On va avoir la vérité sortir très au centre de Jean Quatremer.
Vous qui regardez cette émission, vous savez que c'est toujours la faute à l'Europe. Eh bien, ça n'a pas manqué. La réforme des retraites, c'est la faute à l'Europe. Sans l'horrible commission néolibérale de Bruxelles, la France coulerait des jours paisibles, sans souci du lendemain. Mais voilà, il s'agit d'un bobard. L'exécutif communautaire n'exige rien du tout simplement parce qu'elle n'en a pas le pouvoir. Il est vrai que la monnaie unique impose que les États membres coordonnent le plus étroitement possible leurs politiques économiques et budgétaires, puisqu'il n'y a pas de budget européen conséquent. Mais comme l'Union n'est pas un État fédéral, cette coordination ne peut être que volontaire, puisque la politique économique touche des politiques souveraines, comme les retraites, les salaires, l'emploi, etc. Il s'agit donc d'une discussion entre chaque État et la Commission, qui représente l'intérêt général européen, et entre les États eux-mêmes, puisque les décisions des uns impactent les autres. Pour ce faire, chaque année, les 27 adoptent des recommandations par pays. Elles sont préparées par la Commission en collaboration étroite avec les différents gouvernements, puisqu'il est hors de question d'imposer quoi que ce soit à quiconque. Dans la recommandation pour 2022, Paris s'est ainsi effectivement engagé à assurer la simplification du système de retraite par l'uniformisation des différents régimes, car, dit-elle, cela va renforcer la viabilité des finances publiques. Autrement dit, il s'agit d'assurer l'équilibre budgétaire à long terme et non pas de réformer les retraites en soi. Si un pays a une autre solution pour parvenir au même résultat tout en finançant un régime de retraite déficitaire, libre à lui. Surtout, personne ne viendra sanctionner la France si elle ne tient pas sa promesse. Ce sont les dérapages budgétaires qui peuvent être punis, pas les promesses de réformes non tenues. Un autre bobard concerne le plan de relance post-Covid, doté de 750 milliards d'euros et adopté en 2020 par l'Union. Il serait conditionné à des réformes structurelles, dont évidemment celle des retraites. C'est totalement faux une nouvelle fois. Certes, la France a répété son engagement à réformer son système de retraite, mais l'argent n'est pas conditionné à la réalisation de cette promesse. Bref, confondre engagement volontaire et contraintes imposées par, je cite, quelques aréopages technocratiques, apatrides et irresponsables, pour reprendre l'expression qu'employa le général de Gaulle, relève de la mauvaise foi la plus parfaite. Merci Jean Quatremer de dénoncer semaine après semaine la mauvaise foi. C'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité. Emmanuel Morel, est-ce que c'est la faute à l'Europe cette histoire de retraite? Parce qu'en gros, Bruxelles recommande, mais n'impose pas. Elle recommande, elle encourage. Elle encourage. Le problème, c'est qu'il y a une communauté de pensée entre les macronistes et la Commission qui considèrent que dès qu'on peut prendre un peu plus aux travailleurs, c'est bon pour la compétitivité, c'est bon pour le marché. Mais là où M. Quatremer a raison, c'est que la France n'était absolument pas obligée de s'engager là-dessus. Elle pouvait s'engager sur d'autres types de réformes. Ce qui obsède la Commission, alors d'abord, il y a quand même le livre vert sur les retraites, où ils disent qu'il faut un équilibre financier. Mais ce qui les obsède, c'est la viabilité financière, comme ça a été dit. Libre aux gouvernements nationaux d'imaginer des solutions, et il y en a plein, pour la viabilité financière. Là, en réalité, c'est que la France a fait preuve, le gouvernement français, derrière Emmanuel Macron, a fait preuve de beaucoup de zèle parce qu'il voulait faire cette réforme sur les retraites comme il voulait faire la réforme sur l'assurance chômage. Une réforme qui est inutile et cruelle, et ça, en effet, c'est pas la Commission qui l'impose. D'accord, alors c'est peut-être pas la faute à l'Europe pour une fois, mais pourtant, comme le montre cette carte de toute l'Europe, la France est le pays où on part à la retraite le plus jeune dans l'Union européenne. Vous savez qu'il y a en effet beaucoup de pays qui ont réformé le système de retraite. Il faut quand même qu'on se compare un petit peu. Oui, et les Suédois d'ailleurs ont dit hier, se sont exprimés en disant aux Français, ne le faites pas parce que ça s'est traduit chez nous par une paupérisation incroyable des retraités, notamment des femmes. Le journal Monsieur Quatremer a publié d'ailleurs des articles et des études excellentes pour montrer que c'est ça, voilà, pour montrer qu'il y avait une paupérisation croissante des travailleurs et des retraités. Donc il y a des faits, hein. Moi je constate juste qu'il y a une communauté de pensée entre les libéraux et la Commission, les libéraux en France, mais c'est assez logique. Stéphanie Encourtin. Au-delà de la caricature, effectivement, moi je rejoins ce qu'a dit Jean est intéressant parce qu'il faut arrêter de penser que l'Europe est le bouc émissaire et responsable de tout. Et puis effectivement, si on voit que l'âge de départ à la retraite en France est aussi bas, c'est peut-être qu'il faut s'interroger par rapport à notre système, à la viabilité. Hein. Au-delà du côté budgétaire, parce qu'on a parlé beaucoup de la dimension budgétaire, moi je veux parler de la dimension d'équité et d'égalité. J'ai pas envie que mes enfants payent
beaucoup plus et puissent justement partir à la retraite, eux, à des âges dits normaux. Puis en parlant d'égalité aussi, ce que disait la Suède, c'était ne faites pas comme nous ce qu'on a fait, travailler sur la précarité, travailler également, et c'est ce que moi je voudrais encourager, travailler également sur les carrières hachées des femmes. Moi je l'ai vécu également en ayant des enfants, les petits salaires pour les agriculteurs notamment. Je viens d'une région où il y a beaucoup d'agriculteurs, moi-même je suis issue d'une famille d'agriculteurs et je peux vous dire que de savoir que vous aurez une retraite minimum pour les agriculteurs, c'est quand même important parce que ce sont des personnes qui ont énormément galéré et je parle aussi de toutes les pénibilités. Mais la réforme que vous portez va précisément défavoriser les femmes et les travailleurs pauvres et les agriculteurs. Mais on est en train d'en discuter, on est en train d'en parler puisque c'est... Enfin, est-ce que c'est voté là? Il y a quand même un projet de loi que vous soutenez. Et quand on voit les grandes lignes de ce projet, ça va totalement à l'encontre de ce que vous dites. Il faut laisser le temps de la réflexion et il ne faut pas rentrer dans la caricature parce que c'est trop facile d'être de caricaturer. Et en plus, Jean le disait, il y a un déficit dû notamment aux retraites. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de déficit. Au moment où on se parle, il n'y a pas de déficit. Si, mais au moment où on se parle, il n'y a pas de déficit. On arrive. Ne dis pas ça, c'est pas vrai. Merci Stéphanie. Yon Courtin, députée européenne, Renew, membre d'Econ, la commission économique et monétaire du Parlement européen. Merci. Emmanuel Borrell, membre de la gauche unitaire européenne. Merci Clotilde Goujard, membre de Politico. Et Jean Quatremer de Libération. J'ai dit Valeurs Actuelles, absolument pas. On se retrouve la semaine prochaine. Cette émission a été produite par Alexandre Rougier et réalisée par Pascal Simard. La semaine prochaine, un tout nouveau numéro de La Faute à l'Europe.